Salut à tous, épisode 4 avec cette movie star qui n'était pas du tout prévue au programme et qui en fait peut s'avérer rigolote. Voilà, je vais essayer en tout cas de vous présenter ça en plusieurs temps. Épisode 4 dans lequel on parlera évidemment beaucoup de planification. Vous savez que c'est un sujet que je trouve très important en mode carrière sur Pro Cycling Manager en général et sur celui-là en particulier. Hein. Et on terminera après avoir revu quelques petits moments clés de l'épisode précédent. Après la planification, on terminera par quelques petites courses intéressantes du côté de Majorque. Vous verrez. En tout cas, on avait eu la chance de pouvoir un petit peu dominer la course dans l'avant-dernière ascension du championnat du monde qui avait lieu en Suisse. Et peut-être on pouvait penser que Marc Solaire pouvait aller chercher comme ça le maillot arc-en-ciel. Je l'ai utilisé en fait. Je l'ai utilisé pour essayer de mettre Enric Mas finalement en position de contre à 1,2 km à peu près de la ligne pour qu'il puisse comme ça placer un démarrage sur lequel ni les Australiens ni les Italiens n'auront pu, je dirais, répliquer quoi. Voilà. Ce qui nous assure un titre mondial. C'est peut-être pas le plus palpitant de ceux que je vous ai proposés les dernières années. Mais c'est peut-être pas nécessairement non plus le plus dégueulasse. Simplement, c'est une course qu'il fallait essayer d'aller arracher, sans qu'il y ait vraiment d'autres commentaires à faire. Je trouve pas qu'il était exceptionnel, mais encore une fois, je le trouve pas mauvais non plus. Voilà. Donc ensuite, pour ce qui est du Tour de Lombardie, j'avais beaucoup d'envie à l'avance de jouer ça, surtout depuis que j'avais joué Liège-Bastogne-Liège qui avait été pas mal, les Ardennaises avec l'Auto Soudal, mais aussi Paris-Roubaix qui avait été pour moi la plus belle course. Je t'ai dit, est-ce qu'on aura un monument, encore un cinquième monument à la hauteur de ça J'ai bien aimé, mais j'ai l'impression qu'on aurait pu se retrouver de la même manière sur l'opus précédent du jeu. Quoi. Alors c'est peut-être juste la config de course qui a fait ça, mais le fait que ça bouge pas énormément dans Sormano ne m'a pas du coup procuré une émotion particulière. Peut-être le moment clé de la course, c'est quand Valverde est capable de rentrer sur Alaphilippe. Et d'ailleurs, il y a Roglic aussi qui vient comme ça. Et ces trois hommes, en fait, vont sortir et il n'y a plus personne qui va être en mesure de leur contester la domination sur ce Tour de Lombardie. Voilà, on a un seul champion du monde qui n'est pas du tout dans une forme comparable à celle de Alejandro. Et donc, il y a aussi un petit côté moment d'émotion, puisque c'est probablement la dernière belle victoire de Valverde dans cette partie. Il n'a cessé de décliner au cours de l'année 2020, là, dans la partie, ainsi que vous verrez en tout début d'année 2021, ça décline encore au niveau des notes. Il a vraiment un mauvais karma sur cette partie, Valverde. On sait qu'avec le potentiel aléatoire, on pourrait assister parfois à un Valverde qui résiste un petit peu plus longtemps. Mais bon, ça fait penser un petit peu au Nibali d'une certaine période qui avait tendance à chuter assez vertigineusement. On en parlera dans quelques temps avec Trek probablement. Après, il y avait la douche froide. C'était cette relégation à laquelle on s'attendait pas. On s'attendait pas à tomber en Conti Pro, mais ça a été basé sur un calcul, voilà, qui vaut ce qu'il vaut, mais la règle est la même pour tout le monde et vous allez voir qu'on va bien réussir quand même à s'en sortir. J'ai évidemment les objectifs que je vais vous montrer. On va insister beaucoup sur la planification avec quelques modèles différents proposés parce que ça correspond à mes besoins en fait. Les objectifs sponsors, je vais évidemment les suivre. Hein. Je vais les suivre. Il n'est pas question de négliger maintenant le moindre objectif. Donc tout m'intéresse. Il n'y a aucun problème. Et on va essayer d'y aller proprement. Une petite précision avant que les choses soient un petit peu plus avancées et qu'après on soit dans le vif du sujet. J'ai procédé à une simulation de quelques mois, histoire d'avoir le résultat de toutes les invitations World Tour que j'avais demandées. Et pour pouvoir ensuite, je dirais, vous présenter
vous présenter les choses le plus facilement possible pour ce qui est de suivre. Excusez-moi pour la phrase, elle n'était pas très française. Pour vous présenter les choses de la manière la plus propre qui soit, j'ai ensuite validé la participation de la Movistar sur les courses sur lesquelles elle avait obtenu une invitation. Hein. Je pense que vous m'avez compris. Donc par exemple, on va obtenir une invitation sur pas mal d'endroits. Il n'y a que, je crois, le Dauphiné qui n'a pas daigné nous répondre favorablement. Mais sinon, les 3 grands tours vont être joués par Movistar. Même Paris-Nice, Tirreno, on aura la possibilité d'aller dessus, etc., etc. Les Flandriennes, peut-être grâce à la présence de Sylvain Dillier, d'ailleurs, ça se trouve. En tout cas, on a un petit noyau de coureurs qui fait qu'on va être invité. Donc voilà. Après, vous voyez, je commençais déjà ma petite répartition des rôles. Avant de pouvoir planifier quoi que ce soit, il faut essayer d'avoir une vision globale de ce qu'on veut faire, à mon sens, avec tel ou tel coureur. Et j'ai comme ça un groupe de 8 jeunes, par exemple, qui sont un petit peu en marge, une fois que Bissager aussi a un statut un petit peu particulier, un petit peu protégé. Et puis sinon, il y avait mes leaders de grand tour ou d'épreuves par étape, tout simplement. Les Classic Man aussi ont été identifiés. À leur tête, on retrouve Garcia Cortina, pour lequel voilà, j'essaie de trouver un... Il se considère davantage comme sprinter, hein, Garcia Cortina, à ce stade-là du jeu, donc c'est pas grave, pas de problème, pas de problème. Et voilà, on s'est trouvé un petit ajustement pour chacun, répartir un petit peu les équipiers, toujours la même chose, hein. On est au 1er janvier, et c'est le moment ou jamais de proposer comme ça une répartition. Alors, vous voyez par exemple ma difficulté, j'ai pas voulu retoucher, j'ai pas voulu éditer. Je trouve que finalement, bien sûr on peut le faire, mais je préfère accepter la manière dont les choses sont présentées. Pour par exemple, vous voyez, subir le fait qu'on ait peut-être un petit peu trop de leaders dans la case objectif, hein. Il y a peut-être un petit peu trop de leaders, mais on s'en sort en donnant à Rojas, à Oliveira, par exemple, des rôles qui sont assez modestes en définitive, qui sont plus en rapport avec leur valeur intrinsèque là, à ce stade-là. Donc c'est vrai, j'aurais presque préféré avoir ces 2 gars-là en soutien alors pour Oliveira par exemple, ça aurait pu être un soutien à Cortina. Et puis, de toute façon, ce sera le cas. Et puis pour Rojas, c'est davantage une, allez, on va dire, adaptation au calendrier qui fait qu'il va intervenir sur telle ou telle course. Bon. Le plus délicat n'était pas ça. Le plus délicat, c'était de trouver la répartition entre mes 3 grimpeurs, entre mes 3 leaders de grand tour, leaders d'épreuve par étape en tout cas. Donc Solaire, qui ira pour moi là sur le Tour de France. Voilà. J'ai décidé que Solaire irait sur le Tour de France et sur la Vuelta. Donc, et puis ensuite, Higuita, notre recrue, je vais tenter un montage un peu particulier. Je vais tenter le montage 3 grands tours, participation bien sûr. Hein. On vise pas de gagner les 3 grands tours, ça va de soi. Donc Soler sera a priori le leader sur le Tour de France. On a Enric Mas qui sera le leader sur le Giro. Et en fonction de l'état de chacun, eh bien, on verra qui est à même de défendre les chances de la Movistar le mieux possible sur une Vuelta où normalement je prévois d'aligner Higuita et Soler. Mais je peux encore adapter tout ça. Sachant que Mas, lui, il ira sur, évidemment, le Giro. Et puis après, on verra un petit peu. Mas, il va avoir une énorme charge de début de saison. Je crois qu'il va terminer le Giro à 65 jours de course, quelque chose comme ça. Donc voilà, il va être sollicité très tôt dans l'année. Les autres, ce sera un petit peu plus réparti. Enfin voilà, on va parler de ça un peu après en détail. Finalement, c'est une usine à gaz hein, quand on veut commencer un peu à calculer les pics de forme pour les coureurs, etc. Donc passage au 2 janvier, bien sûr, une fois qu'on a réglé les niveaux de pré-saison.
Je réorganise, comme ça je me fais mes blocs, vous voyez à gauche. J'aime bien avoir mes petits blocs parce que je trouve ça plus facile ensuite pour répartir les courses, pour vérifier que tout a été fait correctement, etc., etc. Donc évidemment, il y a des monoblocs. Pour certains, Bisseger, c'est un bloc à part entière et Guita exactement. Mais sinon, après, c'est des blocs de plusieurs coureurs. J'ai par exemple mes polyvalents. Les polyvalents, c'est Valverde, Valverde, Prales, Rojas et Arcas. J'ai aussi des équipiers Grand Tour, c'est Betancourt, Verona, Prieto et Almeida. Voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça qui sont, on va dire, structurées. Je sais pas si le mot est vraiment adéquat, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Et puis donc voilà, on rentre dans le vif du sujet, la fabrication de la courbe de forme de préparation pour Garcia Cortina, euh, avec un calcul visant à ce que sur la période entre le GPE3 et Roubaix, on ait Garcia Cortina sous pic de forme. Donc je rappelle les barèmes pour être complet. Donc ça c'est le barème pour les points d'entraînement, sachant qu'un jour de course vaut 3 points et un jour de stage vaut 2 points. D'accord. Donc comme ça qu'on peut faire des petites additions et trouver à quel moment est-ce que tel ou tel pic peut intervenir. C'est important de lire donc le niveau de prépa et de forme, puisque c'est de ça que va découler le nombre de points alloués pour telle ou telle période. Je fais des petites lectures, ensuite quelques petits calculs pour essayer ensuite d'évaluer à quel moment est-ce que, en l'état, là, avec ce qu'on voit affiché, à quel moment est-ce que Garcia Cortina aurait le déclenchement de son pic de forme, sachant que le travail démarre toujours 56 jours avant l'objectif déclaré, que j'ai mis à Gand-Wevelgem. Donc, quand on voit qu'il y a un surcroît de nombre de points le jour J, ça signifie que le pic se déclenche légèrement avant, mais tant qu'à faire, si je veux l'avoir sur le GPE3, eh ben autant avancer encore un petit peu le pic en rajoutant 2 jours de course, qui feront toujours un petit bonus de points de préparation. Hein, vous voyez par exemple, si on était à 1,5 chaque jour parce que c'était des jours d'entraînement, eh ben chaque jour de course va vous rapporter la différence, c'est-à-dire 3 moins 1,5 en bonus de prépa, ce qui fait que vous allez pouvoir avancer votre pic. Et de la même manière, on peut aussi reculer le pic si on décharge au niveau des jours de course, etc., etc. Il y a encore pas mal de choses à régler à ce stade-là, mais c'était une première étape. Parce que les Flandriens, on ne peut pas les interchanger avec d'autres coureurs. Pour ce qui est ensuite de participer à certaines autres épreuves, on peut, on peut sans problème parfois discuter par rapport à un tel ou un autre qui accompagne, etc. Sur les équipiers, c'est moins dramatique, mais par contre, sur les Flandriens, je préfère jamais prendre de risques parce que je suis resté, moi, sur une ancienne particularité du jeu. Peut-être qu'en fait, elle est plus du tout d'actualité. Hein. C'est qu'il y a eu une époque où on pouvait blesser les coureurs si on les emmenait sur pavé alors qu'ils étaient mauvais sur pavé. Voilà. Pour Higuita, il y a des questions qui se posent. Parce que vu le montage que je veux faire, le montage 3 grands tours avec premier objectif à Liège-Bastogne-Liège, donc c'est la spéciale Tige Benoît Sunweb 2021, récemment proposée il y a quelques semaines. On fait nos petits calculs, là aussi, on fait nos petits calculs. Alors si j'ai des doutes sur le moral, c'est parce que je pense que le mec va râler, donc il va falloir que je lui mette des jours de course avant. Est-ce que je dois mettre un stage à la place des 6 jours de Romandie si je veux décaler léger par rapport au pic qu'il va obtenir sur le Giro? Parce que là, j'ai volontairement fabriqué un pic décalé. Hein, c'est-à-dire que le pic, il est annoncé à Liège, mais en fait, il l'aura jamais à Liège, pour être franc. Il va l'avoir plus tard, parce que j'ai appauvri en nombre de courses, en nombre de jours de course avant. Vous voyez, on allège ou on surcharge en fonction de si on veut avancer ou retarder le déclenchement du pic de forme. Attention, si on surcharge, on avance le pic, mais le mec peut ne plus être sous pic du coup en fin de Giro. Et ça peut s'avérer, alors vous allez me dire, ouais mais t'as dit que c'était Mas le leader sur le Giro, donc c'est pas grave. Ouais, c'est vrai. À voir, à voir. Tout ça peut se discuter, chacun peut avoir un avis. Solaire, en fait pour Solaire, c'est pas tellement la première partie d'année qui m'intéresse, c'est vraiment le Tour de France. Voilà. Il faut être
pour être un tout petit peu raccord avec la réalité, on est dans un jeu, on a bien compris que c'était pas réaliste. Puisque déjà la fabrication même des pics de forme n'est pas réaliste. Il suffit de regarder la forme avec laquelle Wout van Aert arrive sur certaines classiques, alors qu'il a quasiment pas de jour de course. C'est pareil pour Mathieu Van Der Poel, puisqu'il y a eu cyclocross avant, mais là, le cyclocross, vous pouvez pas le modéliser. Hein. Donc, avec les contraintes du jeu, ça nous donne ce type de montage. Et voilà, donc pour Mas, je disais. Et Solaire, je reviens sur le sujet, même si on n'est plus sur lui. Solaire, Tour de France. Pourquoi? Parce que j'estime que si je veux être un tant soit peu réaliste par rapport à ce qui se fait parfois, il y a certains gros coureurs du peloton. En vérité, ils ont un seul vrai objectif dans la saison. Et notamment quand il s'agit du Tour de France. Hein. On a plein d'exemples en tête, que ce soit sur les années passées ou même à l'heure actuelle. Bon, alors la saison 2020, elle est tronquée, donc elle n'est pas représentative, mais regardez même en 2019, on pourrait donner 10 noms de gars qui ont un objectif majeur dans leur saison, c'est le Tour de France. Quoi. Il faut avoir des mutants comme Alaphilippe pour avoir été très bon au printemps et être quand même sur un énorme Tour de France. Mais regardez aussi la manière dont il l'a payé derrière. Donc voilà, j'aime bien essayer de restreindre. Tu vas dire, ouais, tu dis ça, et puis en fait, t'as mis Higuita sur les 3 grands tours, c'est du délire. Ben non, c'est pas du délire, parce que s'il est là pour accompagner, et s'il est là plutôt pour chasser, je sais pas moi, un maillot de grimpeur, pour essayer de prendre une victoire d'étape, accompagner le leader que j'ai déclaré, vous voyez. Donc voilà, il y a des rôles comme ça sur lesquels j'ai réfléchi. Je dis pas que ce sont les meilleurs choix du monde, parce que de toute façon, chacun, il aurait ses choix. Chacun aurait ses propres choix sur tout cela. Non, non, moi, je pas cette prétention-là. Simplement, j'ai fait des choix, c'est cela, et puis c'est cela que je vais, à mon sens, assumer correctement pendant la saison, parce que il devrait être s'avérer assez cohérent, je pense. En tout cas, voilà, c'est mon idée. Après, il y a la petite répartition après entre Paris-Nice et Tirreno. On va toujours avoir tendance à privilégier les coureurs qui ont une certaine capacité à performer sur prologue, par exemple, pour ce qui est de plutôt privilégier Tirreno, puisque là j'ai vu le profil de l'année que le jeu m'a mis automatiquement. Il y aura le petit prologue, vous savez, en début de Tirreno, prologue par équipe, le TTT là. Donc il vaut mieux avoir quelques rouleurs. Après, Mas sera leader donc sur Paris-Nice. Il a un pic, hein, Mas sur Paris-Nice. Et Solaire sera leader, mais sans vrai pic. Ou peut-être avec un pic un peu décalé sur Tirreno. Pourquoi est-ce que je le décale volontiers et je chercherai pas nécessairement à ce qu'il soit exclusivement sur Tirreno. C'est parce que le Tour de Catalogne m'intéresse. Hein, vraiment, le Tour de Catalogne m'intéresse beaucoup et je pense que quand on est Movistar, à la limite, on peut plus privilégier Catalogne à Tirreno Adriatico. Ça n'empêche pas d'essayer de performer aussi sur Tirreno, mais c'est plus important que Catalogne en fait hein, pour cette équipe. Donc c'est pas souvent dans mes carrières que je privilégie Catalogne par rapport à Tirreno, mais là il faut s'adapter, c'est Movistar. Donc il faut être un peu cohérent. Est-ce qu'on attend grand chose sur Ardennaise? Ça va être tendu, même sur les classiques en général. Hein, il va falloir vraiment s'accrocher. Je sais pas trop ce qu'on peut obtenir. Ça va être l'interrogation de cette année. Et puis voilà, allez, ça suffit. On a fini de planifier. On va s'occuper maintenant d'un premier objectif là que je vous montrais dans cet épisode. C'est cette Vuelta à Mallorca. Attention, il faut tout de suite préciser un truc. Le jeu le présente comme un, un ensemble, une course donc, qui est constituée de 4 étapes. Mais en vérité, bah, c'est pas comme ça que ça a lieu sur le calendrier. Hein, il y a 4 jours de course autour de Palma de Majorque. Mais en fait, il y a un vainqueur chaque jour, si vous voulez. C'est comme ça, par exemple, que Moscati s'est imposé en début 2020 sur d'ailleurs, je crois, deux des 4 courses. Je crois la première et la quatrième. Enfin, voilà.
On a Soler qui a gagné par exemple la 3e course, etc., etc. En 2020 hein, toujours. Donc voilà, bah, nous, ça va faire un classement général et il faut être top 5 pour que le sponsor ait une forme de satisfaction. Donc je vais bah, essayer de lancer Bissegger, c'est quand même l'occasion de le tester. Et puis, bon bah en fait, je vais me rater. Je vais me rater total sur le premier sprint. Il en restera un pour essayer de se rattraper, qui sera à l'étape 4. Mais là, on va aborder ensuite des étapes au profil un petit peu plus accidenté. Regardez, au premier rang de laquelle, cette étape 2 là, qui est assez intéressante. Il y a une petite côte finale après, ma foi, un petit parcours quand même qui devrait éliminer des gens. Le gros intérêt de cette course, c'était de voir quel pouvait être le comportement de l'IA à certains moments, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même quelques leaders. Hein. On a aperçu Miguel Angel Lopez, on a la présence comme ça de quelques coureurs de renom. Hein. Kwiatkowski est présent, voilà, comme ça quelques jolis noms. Et c'est pas tout, il y a Errada de la Cofidis qui est toujours fort hein, sur DB par défaut du jeu. Voilà, il y a comme ça donc quelques noms sympathiques qu'on va voir s'illustrer ici et là. Issa Aguirre aussi pour les Astana. Bon, il y a du monde. Et là, j'ai voulu essayer de lancer le jeune Prieto. Prieto, c'est ce régène colombien que j'ai recruté, qui a déjà progressé une fois depuis qu'on l'a, et ce qui est quand même pas ridicule. Il est en chasse-patate, par contre, le pauvre. Hein. C'est pas du tout les meilleures conditions du monde pour s'illustrer là. J'ai pas pu prendre l'échappée tout de suite, et de ce fait, j'ai essayé de la rattraper, mais raté. Donc à un moment donné, hop là, voilà, on se calme. On va se brûler maintenant, ça sert strictement à rien. Peut-être besoin de Prieto sur la suite de cette étape-là pour apporter du soutien à ses leaders, ou bien sur l'étape qui suit, qui sera aussi assez accidentée. Donc on va pas se prendre la tête, ça n'a pas fonctionné. Mais quelque part, moi je m'en frotte les mains. Hein. Le fait que ça fonctionne pas trop, alors c'est Bettencourt un peu pour voir aussi la réaction de l'IA. Le fait que ça fonctionne pas d'aller rejoindre l'échappée avec Prieto, là encore, j'ai envie de dire amélioration du jeu. Parce qu'avant, j'étais quasiment sûr de la prendre, cette échappée-là. Et ben là, j'ai pas réussi. Et ben quelque part, ça me satisfait. Parce que ça fait aussi partie d'avoir un peu plus de difficulté à prendre certaines échappées. Je vous avais montré, par exemple, sur la Vuelta, à un moment donné, sur l'étape 20, je cherche à échapper Mas, qui est pourtant bien entouré aussi. Et ils sont comme ça en chasse-patate très longtemps avant d'arriver à rentrer sur l'échappée qui roule très très vite. Bon ben voilà. Hein, donc c'est plutôt des aspects positifs. J'avais lancé aussi après, donc on revient à la course, Higuita. Que je vais plutôt utiliser en feu follet, en, en mec sans pression, hein, quelque part. Parce qu'il est pas très en forme, c'est normal. Hein. Il est pas très en forme, je parle du niveau de préparation ici, c'est Verona, que Padoun n'aura pas aidé, mais un seul instant à rentrer. Alors qu'ils étaient tout proches de rentrer, il aurait suffi que Padoun file 2-3 coups de pédale, ça aurait marché, mais bon voilà. Pas grave, pas grave. Bettencourt va travailler avec Higuita dans la roue et Solaire. Bon, Solaire n'est pas le coureur qui au monde a la meilleure accélération, loin s'en faut. Hein. Par exemple, les Rada là qu'on aperçoit en train de partir a une bien meilleure accélération que l'ami Solaire, mais regardez, il a quand même presque fait le boulot Solaire, mais il va se faire reprendre sur la fin. Victoire de Errada, deuxième place de Yon Isaguirre, et on a même carrément un quadruplé espagnol, puisqu'il y a aussi Mikel Landa qui est présent ici. Donc, ouais, il y a quelques jolis coureurs, hein, quand on réfléchit, même George Bennett. Il y a un plateau qui est correct. Il y a un plateau qui est très correct sur cette Vuelta Ciclista Mallorca, dont je vous ai parlé juste avant par rapport à ce qu'elle pouvait signifier sur le vrai calendrier. Alors, Caseball, ça roule. On est sur une étape qui nous offre pas beaucoup de choix. Si on veut gagner
a priori plutôt avec Solaire. Hein. Il faut provoquer les choses. J'ai trouvé déjà l'IA assez nerveuse sur la deuxième étape. Et ça demande confirmation sur cette troisième étape, voir est-ce que l'IA va reproduire le même type de course, savoir qu'elle va un petit peu, vous savez, à la Paris-Roubaix version 2019, c'est-à-dire qu'elle avait tendance à épuiser les équipiers, elle roulait à blinde, en mode extrême, hein, je suis en mode extrême, elle roulait très fort, elle vous laissait pas respirer quasiment. Non, on n'en est pas là, hein, on n'est pas non plus sur une course sur laquelle il y a une trop forte concentration d'excellents coureurs, mais n'empêche que, oui, il y a quand même un petit côté, notamment par le team Jumbo-Visma, et par les Astana également, voire même Bahrain McLaren, il y a un petit côté quand même à vouloir nous étouffer par moment et à mener grand train. La preuve, la réduction du nombre de coureurs dans le groupe à ce stade-là. Et bon, bah moi je fais rouler Higuita, il n'y a pas de problème. C'est celui qui doit emmener Solaire au meilleur résultat possible, tout en sachant que je veux pas non plus partir de trop loin, parce que Solaire, parti de trop loin, ne fera rien de bon, je pense. Je pense qu'il y a intérêt à partir, mais en choisissant un moment un peu plus proche de l'arrivée. Je pense par exemple à l'avant-dernière bosse, là en bas, là, qu'on aperçoit. Alors là, c'est un petit départ de Higuita, c'est toujours pareil, c'est pour tester. Hein. C'est parce que je veux voir un petit peu comment ça bouge derrière en rapport avec ça. Vous voyez que ça roule très 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 bien. Il y a plusieurs coureurs comme ça qui sont allés chercher immédiatement Higuita. Je vais tenter ma chance avec Solaire. Je vous ai dit juste avant, j'estimais qu'il fallait pas partir de trop loin. J'ai quand même tenté. J'ai quand même tenté parce que je sais que j'ai la descente après. Et le fait d'avoir la descente pour récupérer me fait finalement me dire, écoute, tu tentes, il faut essayer d'être offensif pour un petit peu ce que ça peut donner sur ce type de course. Parce que j'ai pas trop l'expérience de cette course-là. J'en joue en général d'autres, un petit peu plus au World Tour. Et du coup, intéressant de voir aussi que ce qu'on peut nous proposer sur cette épreuve, qui est magnifique. Hein. Il y a deux étapes qui sont peut-être plus destinées aux sprinters, mais les deux étapes du milieu, la 2 et la 3, sont assez sympas. Hein. Donc ça mérite. Moi, je suis content de l'avoir joué en fait, parce que je trouve que c'était assez sympa. Allez, là, ça va être le travail de Higuita pour essayer de lancer Solaire et peut-être profiter à un moment donné d'une possibilité de s'échapper pour voir un peu comment ça réagit derrière. Regardez, bam! Grosse accélération de Solaire qui a gardé beaucoup d'énergie pour pouvoir y aller à fond à ce moment-là de la course. Je vous avais annoncé un départ sur l'avant-dernière difficulté, c'est tenté qu'on considère le faux plat montant final comme la dernière. Donc sinon la dernière difficulté si vous préférez. Il y a eu une petite chute de Higuita qui va lui faire perdre du temps. Heureusement il va pas se blesser, il va pas abandonner. Et ce sera... Allez, on est parti pour une victoire de Solaire. Solaire, oui. Et toute la question, le temps. C'est là qu'on va pouvoir dire oui, le jeu, gna gna gna, ou pas. Est-ce qu'il y a eu un décompte de temps en la circonstance? Bah, je vais le spoiler à quelques secondes près. Oui, tout va bien. Le temps a été décompté, ce qui fait que Solaire, qui n'aurait pas pris le maillot sur PCM 2019 dans la même config, prend le maillot et du coup est presque certain de remporter cette victoire finale au général, puisque la quatrième étape est une étape qui voilà, ce n'est pas le terrain de la lutte entre des grimpeurs, très très clairement. On va donc la jouer sans pression, et on va la jouer aussi pour Bissegger. On a échoué à l'étape 1 avec notre jeune sprinter suisse issu de la IF1, qui m'intéresse bien. Ce Bissegger, il a un joli profil, il est vraiment intéressant. Donc c'est peut-être bien d'essayer de voir si on a moyen de lui constituer un petit train. J'ai construit mon train sur la base de la note d'accélération des uns et des autres, puisque si c'était sur la note de sprint que je devais choisir un poisson pilote, j'en aurais pas pris du tout, il aurait eu personne, Bissegger le pauvre. Donc il va s'imposer, un sprint pas très disputé, peut-être est-ce dû à la réduction aussi du nombre de coureurs dans le groupe qui s'explique. Pourquoi? Parce qu'il y avait pas mal de vent et qu'au final on a éliminé beaucoup de monde. Donc voilà, c'était un peu le fait du jour, c'était ce vent avec
avec élimination de pas mal d'équipiers, notamment de gens qui auraient pu contester à Biseger la victoire. C'est bien qu'il en prenne une, ça arrive tôt dans la saison. Espérons que ça rebooste un petit peu le bonhomme et qu'il nous fasse une jolie saison. J'ai de l'ambition pour Biseger, notamment. Et voilà, donc la suite, ce sera... Ah, il y a la Ruta del Sol, il y a quelques courses sympathiques, le Tour d'Andalousie également. Voilà, donc il y a des choses sympathiques à suivre, avec après évidemment un premier rendez-vous sur classique du côté de Love Loop. Ça va faire mal, on ira à Kurn aussi évidemment, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de ce Movistar dès l'épisode 5. Au revoir.